Aujourd'hui, je vais vous parler de mon 5e roman, Marqué au fer. Ce sera l'occasion d'évoquer certaines pratiques SM parmi celles décrites dans ce roman, mais aussi de fantasmes ou de situations que j'ai moi-même vécues. L'écriture de l'éveil de l'ange et de l'envol de l'ange s'est étalée sur 2 années durant lesquelles j'ai tenté de m'en tenir à des scènes relativement soft et sans SM dur. Il est tout à fait possible d'avoir une relation de domination-soumission sans être particulièrement sadique ou maso. Je voulais pouvoir conseiller la lecture de ces 2 tomes à des novices ou à des lecteurs et lectrices vanilles qui souhaitaient en apprendre plus sur ce type de relation, sans forcément s'aventurer trop loin dans des pratiques plus extrêmes. J'avais reçu quelques commentaires négatifs vis-à-vis de Devenir Sienne à ce sujet. Le début plaisait bien, mais avec l'apparition de Hans, les scènes devenaient trop hard. Je m'étais donc limitée pendant l'écriture de l'éveil et de l'envol de l'ange. Et j'avoue que si au début cela ne m'avait pas posé de problème, j'ai tout de même fini par en ressentir une certaine frustration. Concernant l'écriture et le fantasme, j'ai une franche préférence pour les situations extrêmes, même si j'ai toujours fait preuve d'autocensure. Comme je l'ai expliqué dans mon podcast consacré à Devenir Sienne, je me suis beaucoup attachée au personnage de Laura, et j'ai vraiment aimé pouvoir me lâcher par l'intermédiaire de Hans. J'avais donc en tête depuis un moment d'écrire une histoire à part entière sur eux deux. La question était de savoir comment l'adapter par rapport à ce que j'avais déjà écrit dans Devenir Sienne. Difficile de trop remonter dans le temps car je décris Laura comme très jeune lors de sa première apparition. Toutefois, le plus intéressant à raconter reste généralement la rencontre et les premières fois. Je voulais aussi pouvoir revenir sur le branding de Laura que j'évoque finalement trop rapidement dans Devenir Sienne. Il n'y avait pas plusieurs possibilités. Plutôt que de raconter une suite, j'ai pris le parti de raconter l'histoire de Laura, en parallèle de celle de Devenir Sienne, les années qui ont précédé et la période en commun, jusqu'à la même soirée. Au départ, j'avais dans l'idée d'écrire cela sous forme d'un journal intime, celui qu'aurait pu tenir Laura. J'étais aussi curieuse d'essayer l'écriture au présent. Toutefois, je me suis rapidement rendu compte que si je me limitais au seul point de vue de Laura, j'allais me priver de beaucoup de possibilités. Je trouvais trop compliqué de me mettre dans la peau et dans la tête de Hans pour écrire sa vision des choses comme si c'était lui qui les écrivait. J'ai donc choisi d'alterner entre le regard de Laura, façon journal intime, à la première personne du singulier et au présent, et l'histoire d'un point de vue d'un narrateur plus orienté sur l'analyse du comportement de Hans, à la troisième personne du singulier et au passé. Cette alternance me laissait finalement une grande liberté d'écriture et me permettait d'aborder l'histoire sous l'angle qui convenait le mieux à chaque situation. Toute la partie qui précède la rencontre entre Laura et Hans et le couple de Devenir Sienne, que je vais nommer elle et lui, a été un vrai plaisir à écrire. Je me suis sentie dans l'écriture un peu comme Laura dans sa condition, sans limite ni censure. J'ai aimé inventer le passé de Laura, la décrire à la fois profondément soumise, mais aussi déterminée et sûre de ce qu'elle voulait. Et j'ai aimé décrire Hans, qui, à l'encontre de ses principes, l'accepte à ses pieds, comprenant qu'elle n'est pas comme les autres. Dès le début, on comprend que Laura recherche la soumission, mais ne peut pas se satisfaire de la seule obéissance. Elle sait au fond d'elle-même que d'être confrontée à la douleur lui apportera quelque chose dont elle a profondément besoin. Mais la douleur à elle seule ne peut pas lui suffire non plus. C'est un tout. Alors, quand elle est prêtée à Hans, dans le but de découvrir les sensations dont elle rêve, elle comprend qu'elle doit lui appartenir vraiment pour que l'alchimie soit parfaite. Très vite, j'ai pu me lancer dans l'écriture de leurs séances et dans l'évolution de leur relation. J'ai parfois essayé d'expliquer les contradictions de Laura, ses propres incompréhensions face à ses désirs qui la poussent à vouloir toujours plus. À travers ces lignes, j'ai pu extérioriser beaucoup de choses me concernant, et en comprendre une partie, mais j'y reviendrai. L'histoire s'est révélée plus compliquée au fur et à mesure que l'histoire écrite dans Devenir Sienne venait se superposer avec celle-ci. Je me suis retrouvée contrainte de respecter toutes les situations que j'avais mises en place. Vu d'un autre regard, certes, mais ce fut plus difficile que je l'avais imaginé. J'ai cru qu'avoir déjà la trame de l'histoire me faciliterait les choses, mais bien au contraire, c'est devenu une contrainte. Surtout pour le passage de Devenir Sienne où l'on comprend que Laura s'adonne à une relation sexuelle avec elle, sans l'autorisation de Hans. Lorsque j'avais écrit Devenir Sienne, je ne pratiquais pas le BDSM. Je n'avais pas encore rencontré mon maître. Et je n'avais pas conscience de tout un tas de choses, notamment du côté très irréaliste de ce que j'avais écrit. Comment, dans sa situation, avec l'abnégation dont elle fait preuve, et l'appartenance inconditionnelle qu'elle ressent pour son maître, aurait-elle pu agir de cette façon et le trahir? Ça n'avait aucun sens, et j'ai eu bien du mal à trouver une solution crédible pour y remédier, sans revenir sur ce que j'avais écrit dans Devenir Sienne. Heureusement, il ne s'agissait que du point de vue de elle, donc je pouvais y donner une autre réalité dans laquelle Hans avait permis cette situation.
Certains passages de Devenir sienne laissent également entendre que Hans entretient avec elle une relation un peu privilégiée, alors que dans Marqué au fer, j'essaie d'atténuer cette impression pour que la relation entre lui et Laura paraisse vraiment unie. Il n'a pas vraiment été simple de faire concorder les deux récits, mais au final, je pense que ces deux romans peuvent se lire séparément, dans un ordre ou dans l'autre, et c'est ce que je voulais. J'ai pris beaucoup de plaisir à donner un côté provoquant au couple que forment Laura et Hans. Sans doute une façon d'en rajouter une couche vis-à-vis de l'incompréhension et du jugement que certains ont face aux pratiques qui leur sont étrangères. D'un côté, Laura, petite lycéenne encore mineure, au look décalé, un peu androgyne, qui prend plaisir à exhiber les hématomes sur son corps. Et de l'autre, Hans, un homme charismatique de 30 ans plus âgé, au physique bien plus impressionnant, mais qui assume parfaitement leur relation. J'ai aussi aimé pousser loin Hans dans son comportement, ses réactions et ses attentes. Lorsque j'avais inventé son personnage dans Devenir sienne, le but n'était pas qu'il soit apprécié ou sujet à fantasme. Le maître idéal était censé être le personnage principal. J'ai pu découvrir par la suite qu'on lui préférait généralement le personnage d'Antoine, plus libertin que maître d'ailleurs. Comme quoi, l'auteur décide de ce qu'il écrit, mais nullement de la façon dont ses mots seront reçus par ses lecteurs. J'ai à cœur de ne pas donner une mauvaise image du BDSM, et bien que je n'écrive pas de la romance, j'essaye toujours de ne pas faire l'apologie de mauvais comportements. Mais avec Hans, j'estimais pouvoir montrer un côté un peu plus sombre, plus extrême. D'ailleurs, beaucoup de mes lectrices me disent qu'elles pourraient fantasmer sur Hans, mais jamais au grand jamais elles ne voudraient croiser sa route dans la réalité. Et je pense que mes romans sont aussi là pour ça, faire découvrir des situations de tout genre qui peuvent amener à certains fantasmes ou émotions, sans pour autant désirer les vivre. Moi-même, je serais incapable de supporter tout ce qu'accepte Laura. Et ce n'est pas le type de relation que je voudrais avoir. Pour autant, je trouve cet extrême assez excitant et je me retrouve bien sûr beaucoup dans ses réactions et ses questionnements. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai très vite compris que les scènes dures et d'extrême abnégation étaient ce qui me plaisait le plus à mettre en mots. Autant dire qu'avec Marqué au fer, je me suis régalée. Pour autant, comme je le disais, je n'ai pas vécu la plupart des choses que j'impose à Laura dans ce livre. Du moins, pas de la façon dont elle le vit. Je peux décrire, avec je pense assez de réalisme, certaines scènes sans jamais y avoir été confrontée, ou en tout cas dans une bien moindre mesure. J'adore mélanger les situations complètement fantasmées avec des bouts de ma réalité, sachant que seul mon maître saura lire entre les lignes, s'il s'agit de souvenirs personnels que j'adapte au roman ou de pures inventions. Parfois, il pourra s'agir de scènes presque complètes, et parfois simplement d'une phrase que mon maître m'aura dite dans un autre contexte, mais que je place dans le texte en la faisant prononcer par Hans ou un autre, parce qu'elle m'aura marqué. Je reconnais que Marqué au fer n'est pas le roman dans lequel il y a le plus d'allusions à des scènes vécues, car les situations sont souvent au pluriel, les séances publiques, et on ne va pas se mentir, assez extrêmes. Comme Laura, j'ai connu les aiguilles, la badine, la privation d'air, les pinces, le fouet et autres, mais dans des contextes différents. J'ai assez longtemps eu des fantasmes SM, je pense en avoir encore d'ailleurs, mais c'est différent désormais. Avant d'avoir découvert ce monde, je crois pouvoir dire que j'imaginais et j'espérais être comme Laura. J'ai toujours été convaincue de pouvoir ressentir quelque chose de particulier avec la douleur. Le fouet faisait partie des symboles extrêmement forts du BDSM et je rêvais de le vivre un jour. La première douleur physique que j'ai ressentie, une fois en collier, a été la ceinture de mon maître. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et déjà, j'ai pu faire quelques constats. Ensuite, ce fut la badine. J'avais tellement voulu et attendu de vivre ce moment que finalement la douleur n'est pas ce que j'ai le plus ressenti. Pourtant, j'en ai porté les marques longtemps. Mais dans mon souvenir, ce qui reste, ce sont les émotions intenses et inédites. Sur l'instant, bien sûr, mais aussi juste avant et juste après. Et ces sensations-là, j'avais été certaine que je les ressentirais le moment venu. Après, j'ai découvert le fouet. Et ce fut un choc. Le moment fut à la fois magique, mais aussi brutalement réaliste. J'ai compris que je n'avais pas la résistance que j'aurais voulu avoir. Je dirais que ma relation avec la douleur a été pleine de hauts et de bas, et l'est toujours d'ailleurs. Entre mes désirs de la vivre, mes désillusions face à mes difficultés à la supporter, des sensations presque jouissives de supporter quand même, et des émotions indescriptibles d'intensité partagées avec mon maître dans ces moments-là, je peux dire que ce n'est jamais anodin. Toutefois, je ne ressens aucun plaisir physique à la douleur, comme je sais que certaines le ressentent, et j'ai mis du temps à l'accepter. Je crois qu'il doit être difficile pour quelqu'un qui n'a aucun attrait pour le BDSM de comprendre ce qui peut être attirant dans ces situations. J'essaye de l'expliquer dans Marqué au fer à travers les mots de Laura. Néanmoins, ça reste complexe et souvent contradictoire. Certaines personnes acceptent parfaitement les relations de domination-soumission, mais ne comprennent pas les actes SM.
D'autres vont l'accepter dans une certaine mesure, mais pas au-delà de limites qu'eux-mêmes le jugent acceptables. On trouvera excitant quelques coups de cravache dans le style 50 Shades, mais pas le fouet qui laisse des hématomes sur la peau. Nous avons tous nos limites et notre vision de ce qui est supportable ou non. Avec Laura, j'ai aimé ne pas me mettre de limites dans l'écriture et pousser les actes et les gestes assez loin, au-delà du jeu et du plaisir. Je n'ai pas cherché à édulcorer les scènes, à laisser entendre qu'elle jouissait physiquement de la douleur. J'essaie surtout de montrer que ce qu'elle ressent est plus psychologique. C'est son extrême soumission qui lui donne du plaisir. C'est ça qui lui permet de jouir, lorsqu'elle ressent pleinement son appartenance et le tout pouvoir que Hans a sur elle. Voici un petit extrait qui le démontre bien. Ces mots déclenchent aussitôt chez moi une avalanche d'émotions. Je me sens soumise, jusque dans la moindre cellule de mon être, au plus profond de mon âme. Dans ces moments-là, ça coule dans mes veines, si fort que je sens mon sang tambouriner, dans mes tempes et sous ma peau. Ça m'envahit, ça m'englobe, ça part de la poitrine et ça me recouvre complètement, jusqu'à la pointe de mes orteils. C'est un long et profond frisson d'extrême soumission. Il me lâche et je me jette à ses pieds, que je baise avec ferveur en lui répétant les mots. Oui, je suis à lui. Oui, il peut tout sur moi. Oui, il peut me traiter comme il en a envie. Oui, il me possède. Oui, je le ressens. Et oui, j'ai envie de le ressentir plus encore. Ces mots, extraits de mon roman, font partie de ceux qui me sont les plus faciles à écrire, car ils ne sont pas seulement ceux de Laura, ils sont aussi les miens. Laura ne jouit pas de la douleur, c'est un moyen pour elle de ressentir plus intensément sa soumission. Toutefois, on peut se sentir profondément soumise sans pratiquer le SM dur, bien entendu. Il n'est pas forcément nécessaire de sortir d'une séance de fouet pour ressentir quelque chose d'aussi puissant. Mais pour Laura, ça décuple ses sensations. Me concernant, je serais plus mitigée. Ayant beaucoup plus de mal que Laura à supporter la douleur, je ne ressens de telles émotions que si je parviens à la gérer correctement. Que je sens que mon maître est pleinement satisfait de moi et que je le suis moi aussi. C'est alors en effet particulièrement jouissif. Si à l'inverse, je gère mal la douleur et que je ne parviens pas à agir comme il le faudrait, alors la déception est grande. Et ça peut être très éprouvant mentalement. Pour moi qui fantasmais de beaucoup supporter, j'ai eu du mal à l'accepter. J'ai compris par la suite que je devais tout de même relativiser. C'est un sujet complexe et je m'en rends compte en cherchant à l'expliquer. Déjà, je dirais qu'il y a plusieurs formes de douleur. Ce que j'appelle la douleur plaisir et la vraie douleur. Par douleur plaisir, j'entends par exemple les coups de martinet sur les épaules pendant une pénétration ou quelques coups de cravache sur les fesses qui ne laissent pas vraiment de marque. Une fessée ou une gifle qui ne sont pas données avec force. Tout ce qui pimente une séance sans provoquer de vraies souffrances, sans vraiment laisser de marque sur la peau, sans amener aux larmes ou aux cris. La vraie douleur, c'est justement le reste, lorsque les coups sont portés et que le geste en lui-même, au-delà du côté psychologique, fait mal. Je ne vais malheureusement pas pouvoir parler du plaisir physique que l'on peut ressentir face à la vraie douleur, puisque comme vous l'aurez compris, je ne suis pas masochiste. Pour autant, je sais que c'est le cas de certaines soumises et j'aimerais beaucoup avoir vos retours à ce sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre témoignage. Il n'est pas non plus simple d'estimer la douleur et de déterminer ce que l'on est capable de supporter par rapport aux autres. Je me souviens d'une fois où j'ai lu le récit d'une soumise qui racontait avoir pris énormément de plaisir et même avoir eu un orgasme dans une série d'une centaine de coups de fouet. J'avais été troublée par ces mots. Moi qui avais tant fantasmé sur le fouet, j'aurais été incapable de supporter autant. J'en ai parlé à mon maître et il m'a assuré que j'étais capable de le supporter. Il m'a dit de lui faire confiance et quelque temps plus tard, il m'a fait vivre une séance de fouet longue. Bien plus longue que les 100 coups prévus d'ailleurs. Et je l'ai parfaitement supporté. Les coups étaient tout simplement bien moins forts que ceux auxquels j'étais habituée, ceux qui m'amenaient presque à mes limites dès les premiers impacts. Cela m'a vraiment permis de relativiser et de comprendre que nous avons toute notre façon d'appréhender la douleur. Il n'y a ni règle universelle, ni façon de faire unique. Comme je le dis souvent, il y a autant de façons de pratiquer qu'il y a de soumises et de maîtres. L'important est que chacun y trouve ce qu'il recherche, d'une façon ou d'une autre. J'ai beaucoup aimé écrire la fin de Marqué au fer et revenir sur la séance de branding de Laura. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette pratique, il s'agit, dans ce cas, de marquer au fer le corps de la soumise. Généralement, le maître choisit son initiale ou un symbole important pour lui. Une fois la lettre ou le motif représenté sur un fer, celui-ci est chauffé et apposé l'espace de quelques secondes sur la peau de la soumise. Il laisse ainsi une marque durable sur son corps. C'est une façon symbolique pour le maître de marquer celle qui lui appartient et pour la soumise de porter la marque de celui à qui elle s'est donnée.
Beaucoup préféreront le tatouage, jugé plus joli et moins barbare que le marquage au fer. D'autres encore estimeront que rien de tout cela n'est nécessaire, et bien évidemment, chacun fait comme il l'entend. Comme je le disais au début de ce podcast, lorsque j'ai écrit Devenir sienne, je ne connaissais pas encore mon maître, et je n'avais rien vécu. J'ai écrit cette scène de branding au tout début de mon appartenance, pour clore ce roman, mais j'avais déjà cette idée en tête depuis un moment. Tout ça pour dire qu'avant même de vivre quoi que ce soit et d'avoir concrètement l'idée de vivre un jour une telle relation, j'avais fantasmé sur le branding que je trouvais très symbolique, très extrême sans doute. Même elle, dans Devenir sienne, ne sait pas vraiment comment se positionner par rapport à ça. Dans ce livre, la scène est assez courte et je ne parle pas vraiment des ressentis de Laura et de Hans. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à développer cette scène dans Marqué au fer, d'écrire la façon dont tout se met en place, l'enjeu, le symbole, la préparation et les réflexions de Laura. J'avais déjà bien entamé la rédaction de ce livre lorsque j'en ai fait lire les premiers chapitres à mon maître. Il m'a dit en avoir apprécié la lecture, mais qu'il manquait quelque chose, que le premier chapitre aurait mérité de commencer autrement, qu'il aurait préféré une scène un peu plus dure pour mettre le lecteur dans l'ambiance dès le début, qu'avec un titre comme Marqué au fer, il fallait une entrée en matière à la hauteur. J'ai donc cherché comment emmener cette scène. Le titre du livre que j'avais en tête depuis le début parlait de lui-même, et je n'allais pas spoiler grand-chose en parlant rapidement du marquage. J'ai donc décidé d'écrire une scène qui décrirait ce que ressent Laura au moment où elle est marquée, sans réelle narration de ce qui se passe, juste son ressenti, sur l'instant, en quelque sorte. Lorsque j'ai proposé à mon maître de lui envoyer ces lignes, il a refusé. Il m'a dit que je les lui lirais à haute voix lors de notre prochaine séance, apprêtée et à ses pieds. J'avais donc imprimé mon texte et lui ai lu ce qui allait devenir l'introduction de Marqué au fer. J'avais mis en musique de fond les fameux chants grégoriens dont je parle dans le texte, allumé quelques bougies et pris ma place à ses pieds. Je suis toujours assez émotive dans ce genre de situation, car mes mots ont généralement un sens qui résonne d'une façon très particulière pour nous. Je sais qu'il lit entre mes lignes et qu'il voit en moi bien plus que ce que j'ai écrit. Lorsque j'ai terminé ma lecture et que j'ai relevé les yeux vers lui, j'ai compris tout de suite qu'il avait vraiment aimé et qu'il était fier de moi. C'est sans doute une des raisons qui fait que ce texte a un sens tout particulier à mes yeux. Le branding est une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre moi aussi, dans un contexte bien différent de celui de Laura, mais tout aussi beau et symbolique. Je ferai un autre podcast dédié à cette séance très particulière de ma condition de soumise. Pour celles et ceux qui souhaitent l'écouter, je vous propose de terminer cet épisode par la lecture de l'introduction de Marqué au fer. Je ne crie pas, et pourtant c'est comme si jamais je n'avais poussé tel hurlement. Le cri d'une bête à l'agonie, le cri de celle qui croit mourir. Un cri sans élégance ni classe, juste un cri de douleur. Puissante et indicible douleur. Mais je ne crie pas. Aucun son ne sort de ma bouche. C'est à l'intérieur que mon hurlement se diffuse. Tout en moi se contracte et se tord de douleur. Tout en moi hurle et se crispe. Personne ne peut le voir, personne ne peut imaginer ce que je ressens et ce que j'endure. Ça émane de moi fébrilement, comme un léger frissonnement. Lui seul sait. Lui seul peut me comprendre et me deviner. Il me ressent. Il touche ma peau et sait. Il croise mes yeux et sait. Il perçoit mon souffle et sait. Le fer n'est plus en contact avec ma peau. Et pourtant, la douleur semble s'intensifier. Elle se diffuse, elle irradie. Elle éteint son territoire comme si elle voulait m'englober tout entière. Je la sens courir dans mon cou et pénétrer ma chair en profondeur. La brûlure se propage comme un feu de forêt. Elle ne se contente pas de la partie touchée par le fer. Elle grandit. Elle me dévore comme un animal affamé. J'ai l'impression d'une mâchoire d'acier qui se referme sur ma nuque. L'impression de sentir son souffle brûlant entre ses crocs pointus qui continuent de meurtrir ma peau. C'est une douleur comme je n'en ai jamais connue. Pas forcément dans son intensité, mais dans ce qu'elle m'apporte, dans ce qu'elle dégage. La morsure du fer, je savais qu'elle aurait ce goût d'inédit. C'est cette ignorance qui m'a fait l'affronter dignement, même à l'intérieur. J'ai appris depuis longtemps à ne plus manifester ma peur ou ma souffrance, surtout en public. Mais en moi, je ne peux m'empêcher de trembler et de crier. Lorsque j'ignore à quoi m'attendre, je parviens à me contrôler. C'est quand je sais que c'est difficile. Quand je sais, il n'y a pas d'échappatoire. Juste le souvenir de la souffrance. Juste l'image de ce qu'elle représente, de ce qui m'attend. Je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas tenter de me convaincre que ce sera facile ou supportable. Le faire, je savais qu'il me ferait mal, mais j'ignorais comment. De quelle façon et avec quelle intensité. Chaque instrument engendre une douleur qui lui est propre. Je ne suis pas en mesure d'analyser les choses. Je suis dans mon juste après.
alors que mon corps est parvenu à atténuer mes sensations. J'ai l'impression d'un second souffle. La mâchoire d'acier à la laine brûlante est toujours accrochée à ma nuque, mais elle ne serre plus avec force. Elle ne fait que me maintenir, elle est juste là, omniprésente. Elle me rappelle ce qui s'est passé, que je suis marquée dans ma chair, dans mon corps, dans mon âme aussi. Le silence autour de moi me semble total et pesant. Pourtant, je sais qu'il y a du monde. Je sais que les gens sont venus nombreux, respectueusement, assister à mon marquage, à mon offrande. Pourtant, je n'entends rien. Il chuchotait tout à l'heure. Il y avait des murmures qui me parvenaient, indistinctement, mêlés à ces chants moyenâgeux semblant venir d'outre-tombe. Les chants me parviennent toujours. Ils paraissent toujours venir de loin. Je reprends mes esprits doucement. J'ai la sensation d'être au fond d'une crypte, offerte en sacrifice sur un autel. Je ressens au plus profond de moi le don que je viens de faire, le sens de mon geste et de mon abandon. Plus rien ne sera comme avant. Je sens sa main parcourir mon dos. Elle me semble chaude, presque brûlante contre ma peau qui, par contraste, me paraît aussi froide que si j'étais morte. Je suis toujours immobile, liée, depuis une éternité, depuis une poignée de secondes. J'ai depuis longtemps perdu la notion du temps. J'ai perdu la notion de tout. Ne reste que lui. Lui qui me possède désormais comme aucun autre, et moi qui lui appartiens plus qu'aucune autre. Notre lien sacré est scellé par ce symbole gravé par le fer et le feu derrière ma nuque, là où il referme le collier qui m'emprisonne si souvent à lui. On s'approche de moi pour défaire mes liens. Je suis comme absente de ma propre libération. Les émotions et l'intensité psychologique de l'instant sont presque plus forts et plus troublantes que la douleur qui peu à peu s'amoindrit. Personne ne parle, si bien que l'instant semble grave et solennel. L'ambiance est comme je l'avais voulu et espéré, quasi mystique, comme une messe noire, un rite interdit. Dehors, je sais que la tempête fait rage. J'adore sentir que les éléments se déchaînent. C'est électrisant et excitant. Je regretterais presque de ne pas avoir vécu cette cérémonie sous l'orage, au milieu des éclairs et du tonnerre. Ça aurait été grandiose. Mais j'aime ce lieu, ce donjon qui m'a vu naître et où j'ai tout appris. Il est mon berceau et ma geôle, le lieu de tous les vices, de tous les plaisirs et de toutes les perversions. Le lieu de toutes mes souffrances, le réceptacle de mes larmes et de mon sang, de mes cris de douleur comme de plaisir, le témoin silencieux de mon abnégation, de ces années de dressage, de soumission et d'apprentissage, témoin de ces colères et de mes impertinences, de mes fautes et de mes punitions, de mes pardons. Il est si lié à moi, à nous, comment aurait-il pu ne pas être également celui qui nous verrait nous unir ainsi, par le feu? Je suis libérée de mes entraves. Je sais que je porte la trace des cordes de chanvre incrustées dans ma peau, partout où elles emprisonnaient mon corps. J'essaie de me redresser et il me soutient. Nos regards se croisent. Ses yeux, des yeux couleur d'acier qui me font passer par tous les stades en un instant, selon ce qu'ils expriment. Il n'a plus besoin de parler désormais. Seul son regard me soumet et me dirige. Il me réchauffe le cœur ou me tire les larmes. Il me récompense ou m'accable. Cette fois, il est bienveillant, rassurant. Je me sens faible, je n'ai plus aucune force. J'ai envie de me laisser aller, j'aurais même envie d'inconscience. Cette sensation si jouissive de perdre pied et de m'abandonner au néant, dans une sorte de repos absolu. Je me laisse doucement glisser au sol et il m'accompagne, tout en me soutenant. Je finis assise par terre dans ses bras. Il ne me dit rien, il a déjà tout dit. Les gens s'en vont discrètement, je les vois à peine. Je suis tellement loin d'eux, tellement loin de tout. Je le regarde encore une fois, je lui souris, presque timidement, comme pour sceller ce renouvellement. Je pose ma joue contre son torse, doucement, pour m'assurer qu'il me permet ce geste. Et alors que je le sens pleinement contre moi, lorsque ses bras se renferment autour de mon corps encore tremblant de douleur et de froid, je me laisse aller à un intense sentiment de bien-être et de plénitude. Je suis bien, je suis sienne. Peu à peu, je me souviens de mes premiers instants, de mes premières fois, de notre rencontre, de tout ce qui a fait la richesse de notre relation, de notre lien. Peu à peu, seule contre lui dans le silence et la pénombre, à la lueur de la multitude de bougies qui vacillent en rythme, bercée par le chant des chants grégoriens, je me souviens de tout, de mes premiers pas, il y a 3 ans. J'avais 17 ans. Je m'appelle Laura. J'espère que vous avez aimé ce podcast et en découvrir plus sur Marqué au fer et sur ma vision du SM. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un témoignage ou même des questions si vous en avez, de préférence sur YouTube, Instagram ou Facebook. J'y répondrai avec plaisir. Je publie un nouvel épisode un lundi sur 2 à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater et à très bientôt.